Bonjour et bienvenue sur Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et j'ai créé ce podcast car je suis persuadée que les salariés sont une force pour accélérer la transition écologique des entreprises. Avec ce podcast, prenez confiance en votre pouvoir et faites le plein d'idées pour agir concrètement. Alors maintenant, arrêtez de trier vos emails pour être écolo au boulot et concentrez-vous sur les actions les plus efficaces parce qu'il y a urgence à prendre soin de notre environnement. Je suis ravie de vous accueillir dans ce mouvement de professionnels qui osent faire changer les choses. Cette saison de podcast est proposée en partenariat avec EcoCO2, la société de conseil qui accompagne les entreprises et les collectivités dans leur transformation face aux enjeux sociaux et environnementaux. Parmi les solutions proposées par cette entreprise, on trouve des formations sur le climat et les économies d'énergie. Les formations s'appuient sur les sciences humaines et sociales pour que, au-delà de l'aspect technique, elles soient aussi suivies de passage à l'action. Et c'est un point hyper important si on veut réussir à instaurer un changement de comportement. Parce que faire changer les comportements, c'est long, difficile et peu palpable au final. Et on dit souvent que la première action pour la RSE, l'environnement en entreprise, c'est de sensibiliser et de former. Mais passer des informations, de la sensibilisation et s'arrêter là, c'est trop dommage. D'autant plus qu'il existe des techniques pour encourager le changement à travers la formation. Et ça tombe bien, c'est notre sujet d'épisode aujourd'hui. Je reçois au micro Valérie Toledo, qui est spécialisée en psychologie sociale et environnementale. Valérie, elle travaille chez EcoCO2 et elle participe à créer et animer des formations, et notamment une formation qui s'appelle Écoloco sur la sobriété énergétique en entreprise, sur laquelle on va s'appuyer pour expliquer comment on fait changer les comportements grâce à la formation. Donc comme on est avec une spécialiste, on va repartir de la base, comment ça marche le changement de comportement environnemental, parce qu'il y a des méthodes, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il faut pour que les personnes passent à l'action à l'issue d'une formation? Et on en profitera aussi pour parler des éco-gestes pour économiser l'énergie en entreprise, et notamment ceux qui, d'expérience, fonctionnent. Bonjour Valérie et bienvenue sur Écolo au boulot. Bonjour, merci beaucoup. Alors je demande toujours aux intervenants sur le podcast ce que ça veut dire pour eux d'être écolo au boulot. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire? Alors être écolo au boulot, c'est quand même quelque chose qui me parle beaucoup, puisque bon, c'est un petit peu la base de ce qu'on essaye de transmettre chez EcoCO2. Un chiffre qui est quand même assez parlant et qui est important à prendre en compte, c'est que finalement, on passe à peu près 20% de notre temps à travailler, sachant qu'en plus de ça, on a tendance, pour beaucoup d'entre nous, à avoir des pratiques qui sont différentes quand on est dans notre cadre personnel et professionnel. Donc finalement, négliger ces 20% de temps à ne pas avoir des actions éco-responsables, si je puis dire, c'est quand même un temps extrêmement précieux qu'on va pas utiliser pour avoir des actions qui soient en faveur de l'environnement. Et surtout que les actions qu'on peut mettre en place en entreprise, parfois elles ont beaucoup plus d'impact que ce qu'on peut mettre en place à la maison, tout simplement parce que on n'est pas sur la même échelle. Et ça me fait un peu penser à cette histoire des 20% d'efforts qui amènent 80% de résultats, d'où le fait que c'est d'autant plus important en effet. Effectivement, on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur et c'est justement un message qu'on aime beaucoup faire passer dans nos formations notamment, c'est que quand on est en entreprise, on va retrouver des pratiques qui vont être très similaires par rapport à notre domicile. Et j'entends surtout en entreprise, dans le secteur tertiaire et dans les bâtiments, on va avoir des pratiques qui sont liées à des activités de bureau, si je puis dire. Sauf qu'évidemment, quand on va être dans des structures un peu plus importantes, les pratiques vont avoir des ampleurs beaucoup plus importantes, puisque, comme on a dit, les ordres de grandeur sont bien différents de ce qu'on va avoir à domicile. Ouais. Donc on va parler changement de comportement, pour que tu nous expliques comment ça marche exactement. Moi, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel j'ai été formée il y a quelques années et je trouve ça passionnant. Et il me semble qu'il y a différentes étapes, le fait de prendre conscience qu'il faut changer, explorer comment changer, essayer, se maintenir dans un nouveau comportement ou pas. Toi, comment est-ce que tu l'expliques, le changement de comportement? Alors, c'est vrai qu'il va y avoir des modèles qui vont présenter différentes étapes. Un modèle qui est particulièrement développé, il est issu du domaine de la santé, mais il s'applique particulièrement aussi au domaine environnemental. C'est ce qu'on appelle le modèle transthéorique de Prochaska et Di Clement, où on va retrouver finalement dans ce modèle 6 étapes différentes. Alors, je vais donner le nom des étapes, mais je vais quand même expliquer entre chaque étape, parce que les noms en eux-mêmes vont
pas forcément parler. Mais ce modèle, il explique qu'on va trouver une première étape qui s'appelle la précontemplation. Dans cette étape-là, finalement, les individus vont être inconscients qu'il y a une problématique. Dans le cadre de l'entreprise, par exemple, ils sont pas conscients qu'il y a un certain nombre, une certaine quantité de déchets, par exemple, qui sont pas forcément traités et qui peuvent avoir un impact derrière non négligeable. Dans cette étape-là, finalement, il y a une non-conscience de la problématique et donc finalement, l'enjeu à ce moment-là, c'est d'éveiller les consciences des individus, tout simplement, de donner envie, de faire comprendre qu'il y a une problématique qui les concerne aussi spécifiquement. Et est-ce que on peut essayer de prendre un exemple pour chaque phase du changement de comportement? Par exemple, si on dit, bon, ben, voilà, on veut faire des économies d'énergie dans notre bâtiment de bureau. Par exemple, la phase de pré-contemplation, donc ce serait les collègues qui se rendent pas compte que on consomme plus que ce qu'il faudrait, qu'on peut mener des actions de sobriété. Là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire pour leur faire prendre conscience justement? Est-ce que c'est leur montrer des factures de consommation Alors, ça peut tout à fait être des factures de consommation, ça peut être des enquêtes qualitatives ou quantitatives, en fait, tout simplement pour mettre en évidence qu'il y a une problématique à traiter. On va être dans cette étape-là principalement sur la sensibilisation, en fait, Ouais, des personnes sur le sujet. ok. La deuxième étape, ça va être la contemplation, où là, les individus ont été sensibilisés, ils se rendent compte qu'il y a effectivement une problématique à traiter. Cependant, ils n'ont pas forcément déjà des pratiques qui sont en adéquation avec la résolution de cette problématique-là. Donc là, l'enjeu, ça va être de montrer aux personnes qu'il y a des actions qui sont faisables, qui sont accessibles, qui peuvent réaliser. Par exemple, montrer un plan d'action pour vraiment montrer aux individus qu'en réalisant ce type de pratique-là, ils pourront économiser tant de consommation d'énergie. Ouais, donc c'est passer de l'information, il faut économiser de l'énergie, à quelque part quelles sont les actions qu'on peut mettre en place et concrètement qu'est-ce que ça amène. C'est ça, c'est quand on dit ben, si je baisse le chauffage de 1 degré, j'économise 7% d'énergie. Voilà, c'est ça, absolument. On va faire prendre conscience d'une part de la problématique et d'autre part, maintenant qu'on sait qu'il y a une problématique, on va vous montrer comment la résoudre, cette Mmh. problématique-là, sans rentrer dans l'action immédiatement, mais montrer qu'il y a des actions qui sont réalisables. Mmh. Et souvent on s'arrête là quand même, alors que j'ai l'impression que tu pas fini. Effectivement, oui, oui, on est vraiment dans le tout début du modèle de changement de comportement à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser que ces étapes-là sont suffisantes. On va informer, il va y avoir beaucoup de communication, hein, que ce soit à différentes échelles, au niveau personnel, dans les entreprises ou au niveau national. On a beaucoup d'informations, mais ensuite, on va pas avoir vraiment d'adaptation de l'information en fonction de nos spécificités individuelles, si je puis dire. On va s'arrêter là, ça peut marcher. Pour certaines personnes, ça arrive, hein, puisqu'on va avoir des prédispositions plus favorables pour mettre en place une pratique. On va avoir, si je reprends la question des économies d'énergie, on va avoir des pratiques différentes lorsqu'on va être dans le cadre de l'entreprise. Cependant, vu qu'on est déjà extrêmement sensibilisé à titre personnel sur le sujet, le fait d'avoir la présentation d'une problématique au sein de l'entreprise, à ce moment-là, on va avoir plus tendance à la mettre en place simplement avec une sensibilisation. Mmh. Mais ça ne s'arrête pas là. Quelle est la suite? Donc la suite, on va avoir du coup la phase de préparation. Donc préparation à l'action. Ok, on sait qu'il y a une problématique, on sait qu'il y a des solutions pour résoudre cette problématique-là. Maintenant, l'idée, c'est vraiment de peser le pour et le contre entre ses propres pratiques et les pratiques qui sont adaptées à cette problématique-là. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir un message qui soit cohérent, qui soit adapté aux personnes qu'on souhaite faire changer. Forcément, on peut avoir des messages qui peuvent être très généraux, comme des messages qui peuvent être beaucoup plus adaptés à des situations spécifiques, à des sous-groupes qu'on peut avoir en entreprise, par exemple, puisqu'on va avoir différents groupes de travail et qui vont pas avoir les mêmes pratiques, les mêmes habitudes au travail. Donc par exemple ici, c'est vraiment le comment on fait concrètement, par rapport à ce qui est déjà en place. Je prenais l'exemple de baisser le chauffage. C'est, ben, en fait, est-ce que j'ai la main sur, la température de la pièce? Ou est-ce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on va m'imposer? Ou je sais pas sur la éteindre les lumières, ben, en fait,
comment je fais pour éteindre la lumière? Ça, c'est très facile, mais comment je fais pour y penser peut-être? Ou est-ce qu'il faut trouver d'autres solutions d'éclairage automatique, sur certains endroits où en gros, il y a des gens qui passent? C'est ça, absolument et c'est pas anodin comme question de comment on fait pour éteindre la lumière, parce que c'est une problématique qui revient souvent, hein, c'est pas étonnant, mais on sait comment on fait pour éteindre la lumière et pour autant, il y a des chiffres qui montrent que, les bureaux restent allumés, à peu près 30 du temps où ils sont inoccupés. Donc je veux dire, à un moment donné, c'est pas anodin et effectivement, à ce moment-là, on va travailler sur l'intention d'agir. Donc, on va effectivement essayer de donner envie, donner des rappels aussi pour mettre en place l'action, proposer différentes solutions aussi, hein, puisque il n'y a pas une solution qui est propre à tout le monde. Il y a vraiment des solutions qui sont adaptées à chacun. Et l'enjeu à ce moment-là, c'est vraiment d'avoir un message cohérent, adapté, et on peut effectivement imposer des choses. Cependant, ça va marcher dans un temps, et on va le voir après, hein, ce modèle parle aussi de pérennisation de l'action. Cependant, le fait d'imposer une action, ça va pas forcément avoir des répercussions à long terme, puisque on va s'écarter de l'intention d'agir des individus. OK, donc là, faut stimuler le fait qu'ils agissent d'eux-mêmes? Absolument, c'est ça. C'est OK. ce qu'on appelle également le contexte de liberté, mais je pense que j'y reviendrai aussi un petit peu plus tard. Ouais, il y a beaucoup de termes, ouais, qu'on expliquera au fur et à mesure. OK, donc ça, c'était la troisième étape. Ensuite, on a la quatrième étape, c'est la phase de mise en action. On a été sensibilisé, on a questionné nos pratiques, on a vu qu'il y avait des solutions et qui sont notamment adaptées à nous et à nos contraintes. Maintenant, c'est la phase de mise en action. Et attention, c'est pas parce qu'on a mis en place une action que ça veut dire qu'on considère que le changement de comportement est acquis. C'est bien évidemment une chose qui est très importante à prendre en compte. En fait, la mise en action, on va être plutôt dans une phase d'expérimentation. On va commencer à tester des Mmh. actions, des comportements. Ok, je me suis mis un petit rappel sur mon ordinateur en fin de journée pour éteindre la lumière quand je finis de travailler. Donc, on va faire des expérimentations et finalement, on va voir qu'il y en a certaines qui vont fonctionner, d'autres qui vont pas très bien fonctionner ou pas systématiquement. Et finalement, l'enjeu, là, c'est vraiment de proposer, enfin de favoriser en tout cas le contexte de mise en place de l'action pour que le feedback, comment dire, le retour sur investissement soit positif pour les personnes qui expérimentent certains comportements, certaines pratiques. OK, donc là, on teste, on voit comment ça se passe. Absolument. J'ai baissé mon chauffage, est-ce que ça va? Est-ce que j'ai froid? Est-ce qu'avec un pull, ça suffit? Ça va être ça. Voilà, c'est ça, exactement. Est-ce que je mets juste un pull? Est-ce que je baisse la température? Est-ce que je maintiens la température, mais par contre, je mets des rideaux un peu plus épais pour isoler un petit peu plus mon bureau? Voilà, on va tester plusieurs pratiques qu'on nous a proposées, dans un plan d'action en amont, par exemple. OK. Une fois cette mise en action et ces expérimentations qui ont été réalisées, on passe dans la 5e phase qui s'appelle la phase de maintien. Et là, on va retrouver finalement donc, ce dont j'ai déjà parlé, c'est la question de feedback. On a mis en place des comportements, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Là, l'enjeu, c'est vraiment d'avoir des feedbacks, et idéalement positifs, bien sûr, pour renforcer ce comportement et faire en sorte qu'il se déploie le plus souvent possible. Donc l'enjeu dans le cadre de l'entreprise, on reste sur la question des économies d'énergie, c'est finalement de montrer aux salariés qu'ils ont effectivement mis en place des pratiques. Sur une semaine, sur un mois, on voit qu'il y a eu tant d'économies d'énergie réalisées. On va féliciter les personnes. On peut faire des enquêtes aussi, tout simplement interroger les personnes de manière informelle pour savoir ce qu'ils ont mis en place, combien ils sont dans leur bâtiment à avoir mis en place ces pratiques pour leur faire un retour sur l'impact que ces actions-là, ces efforts peuvent générer en termes d'économie. Mmh. C'est important ça de faire un retour aux personnes quand on les a incités à changer sur, qu'est-ce que ça donne leur changement? Est-ce qu'ils sont seuls ou pas? C'est hyper important effectivement de faire des retours aux personnes qui ont mis en place des actions. Déjà parce que faire des efforts pour changer ses habitudes ou mettre en place des nouveaux comportements, ça peut être très très difficile. Et en l'occurrence, si on n'a pas le sentiment d'avoir réalisé un effort qui soit productif, au bout d'un moment, il va y avoir une sensation d'essoufflement et du coup, on va pas continuer à mettre en place le comportement en question. Mmh.
Ça et puis le fait de renforcer avec des messages positifs, c'est toujours valorisant et donc ça va vraiment, créer une dynamique de comment dire? De mise en place d'habitudes, hein, finalement et c'est Mmh. ça qu'on veut. C'est vraiment ça qu'on veut, avoir, à la fin, c'est avoir une habitude et là, on entre dans le champ de la phase de terminaison. En fait, c'est lorsqu'il y a effectivement une habitude qui est mise en place et comment on va différencier un comportement, on va dire, spontané d'une habitude, c'est qu'à ce moment-là, on devient quasiment inconscient de ces comportements qu'on va mettre en place. Ouais, c'est automatique, je sors d'une pièce, j'éteins la lumière. Absolument, on va rentrer vraiment dans des réflexes purs et durs. Ça marche. Est-ce qu'il y a une autre phase après ça? On peut effectivement continuer à, renforcer les feedbacks, hein, positifs notamment. Continuer à communiquer. De toute façon, une fois qu'une habitude est ancrée, on va même si on va avoir des messages, en lien avec ces comportements qu'on a déjà mis en place, ça ne va pas ça ne va pas nous amener à faire un rétropédalage. Au contraire, on va juste ne pas se saisir de l'information, mais continuer à appliquer nos habitudes. Cependant, pour les personnes qui pourraient rencontrer finalement des contraintes ou des aléas qui peuvent faire que l'habitude elle se modifie ou finalement elle se met pas complètement en place, c'est très important de répéter beaucoup les informations, de continuer à faire des feedbacks, faire des bilans. C'est très important quand dans le domaine des économies d'énergie notamment, d'avoir des bilans de consommation et si on peut éventuellement faire des challenges en fonction des périodes, hein. Ouais, donc en fait, on mène pas chaque phase, l'une après l'autre, il faut un peu les répéter, continuellement, sans arrêt, parce que, ben, il y a peut-être des personnes qui avaient pas été touchées, qui n'ont pas, mis en place l'habitude pour X ou Y raison, donc en fait, il faut répéter sans cesse ces différentes phases. Absolument. Puis au-delà de répéter, de toute façon, c'est un modèle qui n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'à chaque étape, on peut avoir des rechutes. À chaque étape, il peut y avoir Mmh. des aléas, des modifications structurelles, organisationnelles ou individuelles, hein, tout simplement, qui font qu'on peut être dans une phase de préparation, de mise en action. Et finalement, à ce moment-là, il va se produire, par exemple, un déménagement de l'entreprise qui fait qu'on va retourner dans la phase de pré-contemplation où on n'a plus vraiment conscience de la problématique puisqu'on est dans un contexte complètement différent. Mmh mh. Bon, alors du coup, maintenant on connaît mieux les différentes, phases de changement de comportement. Tu as parlé aussi à un moment du contexte de liberté. J'ai l'impression qu'il y a des facteurs environnementaux quelque part, enfin le fait que, on soit dans un contexte, favorable au changement ou pas? Absolument, il y a une grande influence, du contexte, sur nos pratiques. Donc là, on a parlé des étapes du changement de comportement, mais en fait, au sein de chaque étape, il va y avoir vraiment des facteurs qui vont, influencer notre intention d'agir. Donc on a parlé du contexte de liberté et comme j'ai dit, si on est dans un contexte où on n'a pas choisi finalement de mettre en place, une action d'économie d'énergie, d'éteindre le chauffage, si c'est imposé, donc ça va avoir un effet défavorable sur notre attitude en fonction de la baisse du chauffage. Donc notre attitude, c'est-à-dire qu'on va, finalement dévaloriser cette action-là, on va pas la comprendre et on va la mettre en pratique parce qu'on nous a demandé de le faire sans forcément l'accepter. Et le jour où cette réglementation sera enlevée, on va complètement oublier cette pratique-là. Mmh, donc il y aura un peu moins de vigilance dessus, C'est ça. Donc le contexte de liberté, c'est extrêmement important pour que l'attitude des individus envers les actions qu'on leur demande soit extrêmement favorable. Mais il y a de toute façon d'autres facteurs contextuels qui vont nous influencer. Donc il faut savoir que dans le cadre d'une entreprise, on va avoir des facteurs qu'on va considérer comme des facteurs physiques qui vont nous amener à mettre en pratique des actions plus favorablement ou non. Par exemple, ça va dépendre de l'organisation de notre bureau, de finalement, est-ce que c'est un bureau qui est ergonomique? Est-ce que mon chauffage, il est accessible? Est-ce que j'ai un thermostat à disposition ou pas? Donc, un grand nombre de facteurs physiques sur lesquels on n'a pas forcément beaucoup de contrôle qui vont avoir une influence, d'où l'importance de la cohérence du message. Si on demande à des mmh. personnes de baisser le chauffage, mais qu'en fait, il n'y a pas de thermostat dans certains bureaux, bah, on va décrédibiliser finalement l'information qu'on nous demande.
Donc l'influence du contexte physique, on a le contexte sociétal également. Alors, en entreprise, on va être plutôt sur un contexte micro-sociétal, hein. À savoir, donc il va y avoir un certain nombre de réglementations, une législation qui va régir vraiment le fonctionnement de l'entreprise, de la structure dans laquelle on travaille. On va avoir également des influences de notre culture, des groupes auxquels on appartient. Par exemple, si je suis plutôt dans le domaine de l'informatique, je vais avoir mon attention qui va beaucoup plus se focaliser sur des pratiques liées au numérique. Je vais prendre un exemple. Et donc, on va avoir vraiment une influence de notre entourage, de nos collègues de travail, de notre propre culture également, de tout notre environnement finalement social, individuel, physique ou organisationnel. Ok. Du coup, dans les formations éco-CO2, comme celle de éco-locaux pour faire des économies d'énergie dans des bâtiments tertiaires, votre formation, en fait, qu'est-ce que vous mettez en place pour que, au-delà d'apprendre des choses, d'être formés sur un sujet, les participants, ils aillent vers un changement de comportement? Est-ce que vous vous appuyez justement sur ces méthodes que tu as décrites? Alors absolument, on s'en inspire. Alors bien sûr, on peut pas dire qu'on rentre dans le modèle dont j'ai parlé avec les 6 étapes là, puisque c'est un modèle qui prend du temps, qui peut être long, qui est soumis bien sûr aux aléas. Mais on s'inspire grandement en tout cas de l'ensemble des facteurs qui vont nous conditionner, hein, conditionner nos comportements. On va avoir notre formation qui va être divisée en plusieurs phases. D'abord, on va sensibiliser vraiment sur les enjeux. Donc notre formation Écoloco traite de la sobriété énergétique. Donc on va mettre en lien notre consommation d'énergie avec les enjeux climatiques. Donc cette phase de sensibilisation, elle va être extrêmement participative. On va demander vraiment aux apprenants de s'approprier les enjeux qu'on leur présente grâce à des activités ludiques où on va faire appel à nos différents sens, hein, notre visuel, le toucher, on va les amener à se déplacer également. Donc ce côté participatif fait qu'ils deviennent finalement acteurs un petit peu du message des pratiques qu'on met en avant dans la formation. Ouais, j'ai déjà appris d'ailleurs que les adultes, en fait, ils apprennent beaucoup en faisant et pas juste en écoutant des choses et en prenant des notes. Oui, absolument. On a tous des stratégies d'apprentissage qui sont extrêmement différentes et le fait de pouvoir se déplacer, donc ça va générer un changement de rythme et du coup favoriser l'attention à nouveau sur la formation, sur les informations qu'on va partager, du coup favoriser la mémorisation du message. Pour revenir sur les facteurs sociaux finalement qu'on va mettre en avant dans notre formation, ce dont je n'ai pas parlé, c'est un levier très très fort hein, pour faire amener un changement de pratique, c'est ce qu'on appelle la distance psychologique. Donc ça parle pas forcément comme ça immédiatement. C'est ça, qu'est-ce que c'est que cette bête encore? La distance psychologique finalement c'est une traduction assez immédiate et spontanée d'une information qu'on va recevoir et qui va être influencée par, on va dire, 3 axes. Donc la distance psychologique, elle implique la distance temporelle. Ce que je veux dire par là, c'est que au plus on va parler d'un événement qui a lieu très loin dans le temps, je prends l'exemple du climat, on parle beaucoup en 2050, en 2100, ça parle pas beaucoup parce que nous, on a tendance finalement à traiter des informations qui sont plutôt immédiates pour nous. Donc, il y a ce facteur de la distance temporelle qu'on prend en compte, au même titre que la distance donc géographique ou spatiale. Toujours dans la même veine des événements climatiques, on parle beaucoup des conséquences qui vont se passer dans des continents différents aux nôtres et dans des cultures aussi différentes. Et forcément, on va pas se sentir concerné par le sujet. Ouais, les ours polaires sur la banquise, c'est loin, de toute façon, j'en ai jamais vu, ça me parle pas spécialement pour agir, à moins que je sois fan des ours polaires. Mais par contre, me parler je sais pas, d'inondations à côté de chez moi, c'est peut-être plus parlant. Et ben voilà, c'est exactement ça. Les ours polaires, déjà on en a beaucoup entendu parler et on a bien vu que c'est pas un message qui est le plus efficace, mais et c'est bien ça l'enjeu justement. On va parler plutôt des événements qui vont se produire proches des personnes. Donc proches, c'est-à-dire proches géographiquement parlant. Donc, quand on va intervenir dans différents territoires, on va essayer de se saisir des enjeux du territoire dans lequel on va intervenir. Temporel également, puisque on va plutôt parler d'événements qui risquent de se produire
dans le cours de l'année, dans les mois, dans les semaines, ou des choses qui se sont produites très récemment. On a beaucoup d'exemples en ce moment qu'on peut reprendre Malheureusement, on a le choix. sur les inondations notamment. Et au niveau social également, parce que donc il y a la distance sociale qui rentre dans les différents leviers de la distance psychologique. Parce que finalement, lorsqu'on va parler des événements qui peuvent se produire sur un groupe de personnes, hein, sur des populations, on va se sentir plus concerné quand ce sont des personnes qui nous ressemblent, que ce soit physiquement, au niveau culturel. Et donc, on va vraiment parler d'anecdotes ou en tout cas d'événements qui touchent des catégories professionnelles qui sont très similaires, ou alors avoir des chiffres qui sont propres à leur domaine d'intervention, mais enfin vraiment focaliser sur ces domaines-là tout en gardant un message positif, puisque dans le domaine de l'environnement, il est très important de faire passer des messages positifs pour qu'ils soient plus retenus et qui donnent beaucoup plus envie d'agir. Il faut savoir aussi que les émotions négatives peuvent provoquer une certaine tétanie, hein. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il faut faire peur, en fait, quand on sensibilise? Parce que là, on parlait d'inondations, de trucs pas très sympas, peut-être d'érosion des côtes, enfin, ce genre de choses qui peut être un peu anxiogène. En fait, comment on sensibilise sans créer ces émotions négatives? Quand on parle des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, il faut prendre en compte à la fois leur valence, donc si elles sont positives ou négatives, mais également leur intensité. Donc on a beaucoup de messages qui font appel à la peur, et notamment dans le domaine environnemental, et les études prouvent aujourd'hui que c'est pas efficace, puisque ça peut être extrêmement anxiogène. Et la peur, quand elle est beaucoup trop intense, ça va générer un sentiment de tétanie, de manque de moyens, et on va finalement ne plus du tout mettre en place des choses pour essayer de pallier à la problématique qu'on rencontre. À l'inverse, bien sûr, dans le cas d'une émotion qui est beaucoup trop positive, ça va générer finalement un ralentissement aussi au niveau du changement de pratique, hein. Donc il y a un juste équilibre à trouver entre faire peur et rassurer. C'est ça. Maintenant, donc j'ai parlé des 3 axes de la distance psychologique, mais également de l'importance des émotions quand on fait passer une information. Ce sont vraiment des leviers qui sont interconnectés, hein. Il faut essayer de faire en sorte de mettre en avant l'ensemble de ces facteurs-là au même niveau. C'est ce qu'on essaye au plus possible dans nos formations, puisqu'on met en avant le côté émotion positive, où on va proposer du jeu, on va proposer de la participation, on va réduire cette distance psychologique au sujet des événements climatiques qu'on va présenter dans les enjeux de notre première partie de formation. Et tout ça va finalement favoriser l'attitude des personnes qu'on va former sur le sujet des économies d'énergie. Concrètement, on est sur la phase de pré-contemplation, quelque part, on les sensibilise, mais on les prépare à avoir envie d'agir. C'est ça, on pourrait considérer notre première phase de formation dans le cadre de Écolocaux, d'une phase de contemplation quelque part, voire de pré-contemplation, hein. Ce qui est important aussi, c'est quand on peut, quand c'est possible de le faire, c'est de faire également un état des lieux pour mettre en évidence, disons, le niveau de sensibilisation dans lequel se trouvent les personnes, pour proposer finalement un accompagnement ou une formation qui se rapproche de leur avancement sur la problématique. Et donc leur avancement, ça peut qu'on pourrait mettre en parallèle de ces différentes phases dont on a parlé tout à l'heure. Oui, parce que dans une formation, il y a sûrement des personnes qui sont très au courant des enjeux et d'autres qui en sont très loin. Absolument. Et justement, on va se servir également de ça, puisqu'il y a toujours des personnes qui sont très au courant des faits, et puis qui sont investies aussi dans le cadre de leur travail. Et on va se servir aussi de ces personnes-là, parce qu'encore une fois, ce sont des personnes qui appartiennent probablement au même groupe de travail, au même domaine professionnel que les participants qu'on va avoir dans la formation. Et on a parlé de l'importance d'avoir des personnes qui nous ressemblent dans les pratiques, dans les usages qu'on souhaite mettre en avant. Et ce sont des leviers qui sont non négligeables justement pour continuer à faire passer ce message-là. Donc on a parlé de la première phase de la formation qui va s'apparenter à une phase, si je puis dire, de contemplation. On va sensibiliser, faire prendre conscience de la problématique, réduire, on va dire, les grands freins au passage à l'action. Mais on va avoir une deuxième phase où on va
on va essayer de rentrer dans ce qu'on appelle la phase de préparation au changement, voire même d'expérimentation, de mise en action, puisque dans un second temps, lors de la formation écoloco, on va commencer à mettre en pratique ce qu'on appelle des éco-gestes, c'est-à-dire qu'on va amener les personnes à faire l'état des lieux de leur structure professionnelle, en tout cas qui soit disponible lors de la formation, bien évidemment, et commencer à lister, à comprendre finalement les pratiques qu'ils mettent déjà en place pour proposer des solutions et commencer même déjà à modifier certaines pratiques qu'ils peuvent observer lors de la formation. Donc on est sur la phase de maintenant concrètement comment on fait, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui est possible. C'est ça, à la fois dans la préparation, voire dans l'expérimentation, puisque lors de la phase d'observation des locaux, ils peuvent toucher, ils sont dans leur bureau, donc ils peuvent déjà modifier des choses qui considèrent comme n'étant pas des éco-gestes, puisqu'on aura parlé justement des pratiques à faire ou à ne pas faire pour faire des économies d'énergie. D'accord, donc vous vous baladez dans les bureaux et vous faites un état des lieux, quoi. C'est ça, c'est un petit peu ça, effectivement. Top. Et qu'est-ce que vous notez, justement ? En tout cas, qu'est-ce que les participants sont amenés à faire ? Alors à ce moment-là, les participants ont une grille d'observation. Ils peuvent communiquer entre eux ou faire leur état des lieux de manière individuelle. Et vraiment, là, ils vont lister à la fois les pratiques qu'ils considèrent comme étant adaptées à des situations d'économie d'énergie, tout simplement s'ils identifient des éco-gestes, mais également ce qu'on va considérer comme des pratiques plutôt énergivores. Par exemple, ils vont faire le tour d'un bureau de leurs collègues et ils vont se rendre compte que le chauffage se trouve derrière le rideau. Sauf qu'on a vu précédemment que le fait de mettre des obstacles devant le chauffage va générer des augmentations de consommation et puis va perdre en efficacité. Donc, ils peuvent à la fois déjà modifier ce qu'ils observent, mais ils vont noter également tout ça sur leur grille d'observation. Sur l'ensemble, finalement, l'ensemble des thématiques des éco-gestes qu'on pourra rencontrer. L'ensemble des thématiques, c'est-à-dire qu'on va pas se limiter uniquement au chauffage, on va parler de l'éclairage, on va parler de ce qui concerne les appareils de bureautique, les mises en veille, les écrans qui peuvent rester allumés, et on ne pose pas de limite, en tout cas dans l'observation des pratiques, puisque la finalité de cette observation-là, c'est vraiment de les amener à modifier immédiatement ou quasi immédiatement les habitudes qu'ils vont rencontrer dans leur bureau pour favoriser un contexte d'économie d'énergie. Ouais, donc on les rend acteurs, ils deviennent diagnostiqueurs de manque d'économie d'énergie quelque part. C'est ça, en quelque sorte, ils deviennent un petit peu diagnostiqueurs de leurs propres pratiques et de leurs collègues proches. Ok, ça marche. Et ensuite, comment, de cette observation, on les aide à aller vers du changement ? Ensuite, fort de cette observation-là, donc comme on l'a dit, ils vont noter donc les pratiques qui sont considérées comme des éco-gestes. Donc on l'a vu, le feedback positif est quelque chose d'important pour maintenir dans le temps certains de nos comportements. Et en l'occurrence, ça permet de leur faire déjà un premier feedback sur ce qu'ils observent sur leurs propres pratiques ou celles de leurs collègues, puisqu'on va vraiment valoriser les comportements qu'ils doivent continuer de mettre en place. Ah oui, il y a pas que le manque d'économie d'énergie qui est observé, il y a aussi qu'est-ce qu'on fait de bien. C'est ça, absolument, comme on l'a dit, c'est important de valoriser les pratiques qui sont déjà mises en place. Donc ce n'est pas que dans le correctif, parce que encore une fois, c'est pareil, quand on fait que remettre en question l'ensemble de nos comportements, on peut retrouver ce même sentiment d'essoufflement. Donc valoriser les pratiques qui sont adaptées, et puis corriger celles qui ne le sont pas forcément. Donc là, ce qu'il est demandé également à la suite de cet état des lieux qu'ils vont faire dans leur bureau, c'est à la suite des pratiques énergivores qu'ils vont souligner, on va leur demander de proposer des correctifs, des éco-gestes au final, pour remplacer ces pratiques qui ne sont pas adaptées. Ok, donc c'est eux qui font un peu leur plan d'action. Justement, c'est la finalité de cet exercice, puisqu'ils vont noter les pratiques considérées comme des éco-gestes et celles qui sont énergivores, proposer des correctifs, et à l'issue de la formation, on va les faire travailler sur une espèce de plan d'action. Donc c'est une charte des bonnes pratiques qu'ils auront construites eux-mêmes sur la base de leurs observations, donc vraiment sur une situation concrète et réelle, où ils vont mettre en avant les actions correctrices qu'ils auront sélectionnées sur la base d'un exercice de facilitation. C'est-à-dire que
une fois qu'ils auront listé les correctifs qu'ils veulent appliquer sur leur pratique énergivore, on va leur demander de les ranger sur un graphique, sur la base de leur facilité de mise en place, mais également de leur impact en termes d'économie d'énergie. Donc cette matrice de facilitation, elle va permettre vraiment de prioriser les actions qui vont ensuite intégrer dans leur charte des bonnes pratiques, puisque dans le cadre de la mise en action, dans le changement de comportement, il s'agit de privilégier les actions qui sont les plus faciles à mettre en place dans un premier temps pour éviter une rechute lors des phases de changement. Ouais, et avoir des petites victoires faciles au début pour se mettre en marche aussi. C'est ça, absolument, pour valoriser vraiment nos expérimentations d'action pour ensuite graduellement avoir des actions qui demandent le plus d'efforts. Ouais, c'est ça et après on passe à ce qui est plus compliqué, mais avec la confiance de celle qu'on a réussi, avant et là, du coup, on est dans un contexte de liberté. On choisit les éco-gestes qu'on met, dans notre charte, qu'on va suivre ensemble, on est tous d'accord pour la suivre ensemble. C'est exactement ça. On va être vraiment dans le contexte de liberté puisque c'est eux qui choisissent les actions. Nous, on va simplement faciliter la réflexion, hein, les guider, en appuyant bien sûr sur les éco-gestes qui vont avoir le plus d'impact aussi sur les consommations d'énergie. Mais c'est vraiment eux qui choisissent en groupe les actions qu'ils vont mettre dans cette charte. Et il faut savoir que par la suite, on va s'appuyer vraiment sur leur travail pour faire une liste justement des personnes qui ont construit cette charte-là, pour la diffuser ensuite dans les locaux. Et encore une fois, on demande s'ils acceptent ou non d'être mentionnés dans cette charte-là. Toujours pour conserver ce contexte de liberté. Et bien sûr, le fait d'afficher les noms des personnes qui ont construit cette charte, eh ben, on revient encore une fois à ce principe de au plus on va se rendre compte qu'il y a des gens qui nous ressemblent, qui font des actions, au plus ça va avoir un effet boule de neige pour que d'autres personnes qui n'ont pas participé à cette formation commencent à mettre en place certaines actions. Oui, donc ça bénéficie pas qu'aux personnes qui ont participé, mais potentiellement à tous les autres aussi et je pense que les personnes qui ont participé, qui ont mis leur nom du coup sur la charte, ils en sont un peu quelque part les ambassadeurs, enfin au minimum des personnes à qui on peut aller poser des questions. «Bah tiens, vous avez écrit ça, mais moi j'ai pas bien compris» ou «Je sais pas comment faire». C'est ça, absolument. Ça peut être des personnes relais ensuite pour partager les informations puisque, finalement, là, on a une preuve du fait qu'ils aient participé à cette formation où ils ont appris, des informations sur les éco-gestes, sur les consommations d'énergie en entreprise et du coup, passer le message finalement à d'autres collègues qui n'auraient pas participé à cette formation-là. OK, ça marche. Bon, bah, en tout cas, ça a l'air, hyper, complet pour amener, à l'action et pas juste donner de l'information et on l'a dit, c'est important, hein, si on s'arrête à la moitié du travail sur l'échelle de la courbe de changement de comportement, on va pas arriver à nos fins. Et alors, je voulais aussi te poser la question parce que, j'ai l'impression qu'autour de moi, il y a de plus en plus de personnes qui font un peu un espèce de rejet de cette histoire du colibri, des éco-gestes, des petites actions et cetera. Je pense que je peux en faire partie aussi d'ailleurs des fois, enfin, en tout cas, ça me suffit plus les petites actions et voilà, des personnes qui vont dire: «Bah, c'est une goutte d'eau dans l'océan, ça sert à rien, pourquoi on s'en préoccupe?» Est-ce que toi, tu peux nous rappeler l'impact des éco-gestes sur l'énergie si, ils étaient tous appliqués par tout le monde? En gros, qu'est-ce qu'on serait capable d'atteindre raisonnablement en entreprise une fois que les personnes ont été formées? On peut pas vraiment considérer qu'on puisse attribuer un pourcentage d'économie d'énergie de manière universelle, hein, puisque Mmh. ça va dépendre vraiment des structures et puis des pratiques aussi des personnes, hein, tout simplement. Maintenant, il faut savoir qu'il y a quand même des expérimentations qui ont été faites, et, notamment le concours Cube qui a été mené en 2020, où il y a vraiment eu une phase enfin, une recherche-action qui a été menée dans plusieurs entreprises du secteur tertiaire pour amener les personnes à mettre en place des éco-gestes qu'on considère comme très faciles à mettre en place. Donc on en a déjà cité quelques-uns. Baisser d'1 degré le chauffage, éteindre la lumière, éteindre son ordinateur en fin de journée ou couper son écran lorsqu'on fait une pause. Et finalement, cette expérimentation, elle a pu mettre en évidence que, bon, en moyenne, dans les entreprises qui ont participé, on va avoir 10% d'économie d'énergie. Donc en fonction des structures, ça peut même aller jusqu'à 20%. Effectivement, ce qu'on appelle les petits gestes, on peut penser qu'ils n'ont pas un impact extrêmement important sur le climat ou sur les consommations d'énergie. Et pour autant, ce type d'expérimentation met en évidence l'opposé.
Oui, et puis quand on regarde ce qu'il faut atteindre comme baisse des consommations d'énergie, on dit qu'il faudra aussi qu'il y ait des éco-gestes. Ça va pas être tout sur du technique. Effectivement, même si on a un appareil qui est extrêmement bien optimisé, on va avoir de toute façon du comportement humain derrière. Et il s'agit bien sûr de bien former les gens à l'utilisation de ces appareils, au regard des climatiseurs par exemple, pour lesquels on se rend compte que finalement beaucoup de personnes ne connaissent pas les températures de consigne qui sont recommandées, qui peuvent avoir un impact à la fois sur leur santé et l'environnement. Tu veux les rappeler d'ailleurs, ces consignes? Bah, bien sûr, donc pour la climatisation, par exemple, il faut savoir que l'été, il est préconisé d'allumer son climatiseur à partir de 26 degrés, ne pas aller en dessous de cette température-là. Et par rapport au choc thermique aussi qu'on peut avoir, bon, sans parler bien sûr de l'impact environnemental, il faudrait avoir une température qui ne dépasse pas 3 à 5 degrés de différence par rapport à l'extérieur. Donc s'il fait 30 degrés dehors, finalement on reste à 26 dans les bureaux. C'est ça, on peut mettre 26 degrés dans les bureaux, absolument. Et on voit souvent des climatisations qui sont réglées justement à entre 18 et 20 degrés. Et on a tendance à négliger finalement les effets néfastes que ça peut avoir, ne serait-ce que sur notre santé. Ouais. Oui, c'est ça, parce qu'après, quand tu sors dehors, tu te prends un coup de chaud. Absolument, un coup de chaud, sans parler du fait qu'on participe aussi à réchauffer nos communes, nos villages et nos rues, à utiliser ces climatiseurs de manière assez importante. Ça marche. Et toi, est-ce qu'il y a je sais pas, une formation dont tu te souviens où tu dis, ça c'était incroyable ce qui s'est passé, et peut-être une autre où tu dis, ça c'était hyper dur à faire passer comme message? On a toujours de toute façon dans les formations qu'on va déployer des personnes qui sont pas soit pas forcément volontaires, soit pas forcément très sensibilisées ou n'ayant pas un niveau de connaissance très élevé sur les enjeux climatiques. Donc quasiment systématiquement dans nos formations, on va avoir de toute façon des personnes qui ont du mal à saisir les enjeux climatiques, qui ont du mal à se défaire de leur confort aussi personnel quand on va commencer à rentrer dans les éco-gestes, dans ce qui est le plus adapté dans le cadre de l'entreprise ou même quand on parle du rebond à domicile. Hein. On parlait de la climatisation, mais on le sait, il faudrait qu'il y ait une différence de température qui ne dépasse pas 5 degrés avec l'extérieur. Mais quand on va avoir des canicules à 40 degrés, il est très difficilement concevable de mettre une climatisation à 35 degrés. Ouais. Donc, il y a vraiment cette question du confort quand on rentre dans l'intimité, dans le confort de vie des personnes où ça devient assez difficile de faire passer les messages. Pour autant, quand on va commencer à rentrer dans finalement un mode de communication beaucoup plus ludique, dans le cadre du jeu, par exemple, on va avoir un investissement beaucoup plus fort, beaucoup plus de participation, et ces personnes qui étaient réfractaires au départ vont vraiment se prêter au jeu, puisque ça va générer vraiment un sentiment, une émotion très positive. Ah ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que je crois qu'on pourrait en parler pendant des heures de ce sujet, des gens qui ne veulent pas changer, qui sont réfractaires, qui jugent que c'est pas à eux de faire des efforts ou qu'il y a pas de problème. Et toi, tu dis que en fait, via le jeu, via la gamification, apporter des choses ludiques, on arrive à les impliquer dans le sujet? C'est ça, absolument, quasiment systématiquement. Toutes les personnes s'investissent beaucoup plus dès qu'on va commencer à rentrer dans une phase de gamification. Nous, on va concevoir des jeux qui peuvent se faire en ligne directement, même si le formateur garde le contrôle sur le jeu. Il va y avoir un esprit de compétition avec des gains de points, où il va y avoir vraiment du challenge qui va renforcer vraiment un sentiment très positif et du coup permettre de mieux retenir les informations. Un petit peu sur le même principe, on a créé un jeu de cartes qui permet d'en apprendre plus sur les postes, en tout cas les pratiques ou les appareils qui vont avoir des consommations d'énergie plus ou moins importantes. Donc ce jeu, c'est Wattline. Et là, on se rend compte que y a vraiment un aspect ludique très très fort. Va y avoir beaucoup plus de dynamisme, de participation. Va y avoir des petites équipes qui vont se créer. Et de toute façon, les neurosciences le montrent. En plus, on va avoir des émotions positives qui vont être associées à une phase d'apprentissage. Au plus, donc l'attention sera maintenue et donc l'information mieux mémorisée. Apprendre en jouant, quoi. Apprendre en jouant, c'est hyper important. On parle beaucoup de jeux pour les enfants dans le cadre de la pédagogie. Petit terme d'ailleurs à remettre en avant. Quand on parle de formation pour adultes, on va utiliser aussi bien sûr des modalités, si je puis dire, pédagogiques qui vont être différentes. Mais ça s'inscrit à ce moment-là dans le cadre de l'andragogie. C'est la formation pour adultes.
pour raccourcir vraiment les termes. Cependant, les adultes sont tous des enfants aussi, et puis on apprend beaucoup mieux en jouant. En tout cas, on retient beaucoup mieux l'information que lorsque c'est uniquement descendant. Ça marche. Et alors, en plus d'écoloco, tu as commencé peut-être à en parler, vous avez d'autres formations qui durent entre 1 heure et plusieurs jours. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, donc Ecoloco, c'est aujourd'hui celle qu'on a le plus déployée, mais on a également créé d'autres formations. Donc, tout à l'heure, par exemple, on parlait des étapes du changement de comportement et des différents facteurs qui peuvent régir nos pratiques. On a justement une formation qui va rentrer un petit peu plus dans le détail de ces facteurs-là et de ces concepts-là. Toujours sur la base de techniques pédagogiques actives. Hein. L'ensemble de nos formations vont avoir des activités ludiques, des jeux et extrêmement participatifs. Donc, le changement de comportement, qui rentre un petit peu plus dans le détail. On va avoir également une formation qui consiste vraiment en une initiation à l'éco-conduite, donc sous la forme d'un webinaire, donc là qui dure 1 heure, où on va vraiment apprendre les bases de la conduite éco-responsable. Pareil, en se basant vraiment sur des exemples et des anecdotes qui parlent à tout le monde pour bien s'approprier le sujet de l'éco-conduite. Et là encore, éco-conduite, on parle de peut-être autour de 15% d'économie de carburant, c'est pas rien. Absolument, et puis en fait, on se rend compte que l'éco-conduite, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et on en parle un petit peu lorsqu'on passe notre permis de conduire, mais on se rend compte finalement que c'est pas difficile d'avoir des pratiques de conduite qui soient beaucoup plus économiques. Tout le monde peut les mettre en place, et surtout quelle que soit notre situation. Hein. Dans des milieux plus ruraux ou montagnards, vraiment, on s'adresse à tout le monde, à tout public dans cette formation-là. On parlait d'ambassadeurs tout à l'heure par rapport à Ecoloco, mais on a poussé un petit peu plus loin justement dans ce passage de relais, hein, lorsqu'on va former des personnes, puisqu'on a une formation qui s'appelle également Moi ambassadeur, où on peut bien sûr la rattacher à cette première formation Ecoloco pour axer le contenu ensuite sur la sobriété énergétique, mais c'est une formation qui va s'adresser, en tout cas, qui va consister à toucher l'ensemble des thématiques de la RSE de manière générale. Donc toujours dans le cadre de l'entreprise, bien sûr. Et là, vraiment, on va garder cette même axe de ludopédagogie et d'activités très participatives pour faire connaître le rôle de l'ambassadeur et accompagner, former vraiment les personnes à être des vrais relais dans la mise en place des stratégies RSE dans le cadre de leur entreprise. Ok, donc ça c'est pour ceux qui doivent convaincre leurs collègues au travail de changer. C'est ça, c'est après avoir fait la phase de je suis sensibilisée, je comprends comment mettre en place des actions, on rentre dans la phase je fais passer le message à plus grande échelle et j'accompagne mes collègues. Trop chouette. On a également une formation sur la question climat un peu plus large, qui est une initiation à la comptabilité carbone, où là on va vraiment donc reparler bien sûr des enjeux climatiques, hein, pour introduire le sujet, et donc on est dans le cadre bien sûr réglementaire des entreprises, hein, donc toujours relié à la thématique de la RSE, puisqu'on va parler finalement des réglementations en termes de comptabilité carbone. Qu'est-ce qu'un bilan carbone, qu'est-ce qu'un bilan des émissions de gaz à effet de serre, comment bien s'approprier ces enjeux-là et comprendre donc l'importance de la mise en place de ces méthodologies. Hyper utile aussi quand on veut aller vers de l'impact. On est vraiment dans du pratico-pratique pour cette formation-là. Et si on souhaite finalement déployer notre jeu Whatline dont j'ai parlé tout à l'heure, notre jeu de cartes, on a une dernière formation qui consiste à former des futurs animateurs à l'animation de ce jeu de cartes et au déploiement de ce jeu finalement auprès de leurs collaborateurs. Ok, super. Si on veut des informations sur ces formations justement, où est-ce qu'on peut aller ? Alors, le catalogue de nos prestations se trouve sur notre site internet ecoco2.com, tout simplement. Ouais, super. Et je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Vous n'aurez plus qu'à aller cliquer. Super. Et merci beaucoup pour toutes ces informations. Moi, je trouve ça toujours très enrichissant de se remettre en tête qu'il ne suffit pas de dire à quelqu'un
Non, mais c'est facile pour sauver la planète. Il suffit de baisser ton chauffage. C'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Et que voilà, on peut s'appuyer sur des experts comme vous pour apprendre à le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Au revoir. C'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, que vous aurez appris des choses et qu'il vous aura donné une vision plus complète du changement de comportement. Mais je ne vous laisse pas partir sans 3 conseils pour passer à l'action selon nos 3 niveaux d'action. Numéro 1, à votre échelle individuelle, pour mémoriser la technique du changement de comportement, vous pouvez complètement l'appliquer sur vous-même et vous accompagner seul dans le changement. Qu'est-ce que vous aimeriez bien tester par exemple ? Aller au boulot à vélo ? Vous préparer des lunchbox végétariennes pour vos déjeuners ? Prendre de bonnes habitudes pour avoir une boîte email vide ? Baisser le chauffage ou la clim dans votre bureau ? Suivez les étapes. Numéro 1, vous sensibilisez. Pourquoi ce comportement que vous voulez adopter est-il important ? Qu'est-ce que ça peut changer pour vous, pour la planète, dans vos objectifs écolos ? Regardez les différentes solutions de comment vous pourriez faire, peut-être des témoignages, des tutos, des conseils. Choisissez un jour et passez à l'action. Regardez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, continuez ce qui marche et cherchez à améliorer les points bloquants jusqu'à ce que tout cela devienne une habitude et que vous n'y pensiez même plus. Conseil numéro 2, si vous voulez agir à un niveau collectif dans l'entreprise, la prochaine fois que vous voulez faire changer un comportement pour intégrer des éco-gestes dans votre bâtiment, ou votre étage par exemple, préparez-vous sur les différentes phases du changement de comportement. Sensibilisez de manière ludique si possible, présentez les différentes manières de faire pour que les collègues choisissent, expérimentent, récoltez leurs retours pour améliorer et intégrer ces éco-gestes sans y penser. Et 3e conseil, de manière systémique dans toute l'entreprise, vous pouvez déjà former les personnes à qui on demande dans l'entreprise de sensibiliser les collègues. Ça peut être les ambassadeurs et relais RSE ou environnement par exemple, à comment réussir à changer les comportements. Parce qu'il suffit pas de mettre des affiches, d'envoyer un mail ou de tenir un stand pour faire changer ses collègues. Ça s'expérimente aussi sur le terrain, en plusieurs étapes, et ça demande un peu de préparation et potentiellement de formation à la base. Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous cherchez d'autres idées, je vous conseille mon livre « Écolo au boulot, 60 éco-défis pour agir », publié aux éditions Jouvence et disponible chez vos libraires. Maintenant, à vous de jouer. Ciao!